Bonsoir à tous, ravi d'être à vos côtés en ce dimanche de Pâques. C'est d'ailleurs tout naturellement que nous allons ouvrir ce journal du 5 mars sur les traditions liées à cette fête, l'une des plus importantes du calendrier chrétien et que les enfants affectionnent tout particulièrement. Nous parlerons ensuite de la santé des femmes et plus précisément des maladies cardiovasculaires. Elles sont la première cause de mortalité chez la gente féminine. La 9e soirée du cœur s'est tenue au Yacht Club de Monaco pour sensibiliser, informer et soutenir les malades. Nous recevrons ensuite les deux jeunes champions de France d'e-Ligue 1, Karim Rmaiti et Marwan Chaou font la fierté de l'AS Monaco e-sport qui a décroché pour la toute première fois le titre. Enfin, quelques notes de musique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a offert au public l'une des œuvres les plus grandioses de l'histoire. Plus de 100 musiciens se sont illustrés sur scène. Reportage à suivre. Elle célèbre la résurrection du Christ. Pâques fait partie des fêtes préférées pour son ambiance joyeuse et ses traditions familiales comme la chasse aux œufs, lapins et cloches en chocolat. Cette année encore, la principauté a mis le paquet pour émerveiller les enfants. Théo Schumer et Alexandra Paolini étaient à leur côté. L'ambiance était au rendez-vous en ce dimanche de Pâques au parc Princesse Antoinette. Les traditionnelles mascottes, de la musique et du mouvement. La mairie a encore mis le paquet pour Pâques avec un seul objectif, faire plaisir aux enfants. C'est vraiment le leitmotiv de ce que veut faire la mairie et de voir chaque année, pour chaque animation, autant de fréquentation et le sourire pour les grands et les petits. C'est vrai que voilà, ça donne envie vraiment de continuer sur cette voie. The Place to Be, c'est ici. Le maquillage, le stand des prix d'assaut en témoigne la file d'attente. Les maquilleuses font de leur mieux pour satisfaire les demandes des enfants. À la fin, le résultat semble convenir à mademoiselle. T'as demandé un lapin ? Non. Qu'est-ce qui représente ton maquillage ? Une couronne, on dirait. Hormis le maquillage, on retrouve aussi les incontournables animations de kermesse, la pêche au canard ou le chamboule-tout. Sinon, pour ceux qui préfèrent un peu de calme et de concentration, direction à Fabrica. La petite salle propose un atelier créatif avec la confection de petites cloches. Qu'est-ce qui te reste à faire là ? À dessiner un peu, avec les couleurs assorties. Donc là, tu vas encore ajouter des strass ou tu vas mettre autre chose ? Je vais mettre des cœurs et peut-être je vais écrire Monaco. Mais les animations, ça creuse. Alors pour terminer, passons prendre le goûter au stand Mini Pancakes. Il y a quoi dans cette barquette ? Qu'est-ce que tu as demandé ? Quoi de bon ? Chocolat. Et quoi d'autre ? Oh, à banane. Et Oreo. Bref, un dimanche de Pâques que les enfants ne sont pas prêts d'oublier. Et le chocolat noir, précisons-le, regorge de bienfaits pour le cœur, un organe dont il faut prendre soin absolument, notamment au féminin. L'association Femme Leader Mondiale de Monaco a organisé sa 9e soirée du cœur, un événement caritatif dédié à la prévention et au soutien face aux maladies cardiovasculaires. Je vous propose d'écouter la présidente de l'organisation, Chantal Ravera. La couleur rouge représente bien sûr la couleur du cœur. Nous sommes ce soir donc à la 9e édition de la soirée du cœur et nous avons bien sûr 260 personnes, notamment avec beaucoup de médecins qui viennent notamment du centre cardio-thoracique de Monaco et du centre hospitalier Princesse Grace. C'est une soirée caritative où justement on va donner tous les dons, la tombola et la vente aux enchères entièrement partagés en deux entre le centre cardio-thoracique et le centre hospitalier Princesse Grace pour justement soigner les femmes. Il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est qu'une femme sur deux meurt aujourd'hui de maladies cardiovasculaires. Donc nous faisons des carnets de prévention et il y a, si vous voulez, un examen qu'il faut faire qui s'appelle le score calcique. Qu'est-ce que c'est le score calcique ? Si vous voulez, à partir de 40 ans, il faut faire une petite IRM et on voit si vous avez du calcaire. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes de 40 ans doivent comprendre que par-dessus tous les examens de gynécologie et autres, elles doivent impérativement aller voir un cardiologue. Des propos recueillis par Alexandra Pani.
C'est une première, je vous le disais en titre, l'AS Monaco eSport a remporté le championnat de France d'E-Ligue 1 au terme d'une soirée riche en rebondissements au théâtre de la Cigale à Paris. Les deux représentants monégasques d'origine marocaine, Karim Rmaïti et Marwan Chaou, ont décroché le Graal face à l'Estac 3. Ils sont en ligne avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder ce moment. Tout d'abord, félicitations pour votre victoire. Quel est votre sentiment là, quelques jours après votre sacre ? Encore beaucoup d'émotions. On n'est pas encore redescendu, je pense. On est encore sur notre petit nuage. On va essayer de profiter un maximum de ces bonnes émotions, de ces bons sentiments. Et après, la saison n'est pas finie, bien sûr. On a encore d'autres échéances. Et on va se remettre au travail d'ici quelques jours. C'est juste 12 jours après, c'est vraiment une sensation magnifique. Toujours, je me réveille et dis, ouais, je suis champion de France. C'est vraiment un rêve pour moi et pour tous mes amis, pour ma famille. Je serais vraiment très, très content parce que j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment un rêve quand tu es un enfant. Tu te dis, ouais, je vais être champion de France un jour. Je suis très, très content et merci. Et vous représentez donc l'AS Monaco eSport. Ce titre, ça signifie beaucoup aussi pour le club. Bah ouais, c'est la meilleure performance depuis la création de la structure e-sport. L'année dernière, on avait déjà atteint le record en faisant les quarts de finale avec mon coéquipier de la saison dernière. Et là, on avait à cœur de faire mieux. Donc, personnellement, je m'étais fixé les demi-finales pour avoir cette progression constante. Au final, on a eu le titre. Donc, voilà, on va en profiter. Et on va juste apprécier ces moments de joie. Et comme j'ai dit, après la saison est encore longue. Il y a de très grosses échéances. Donc, faudra se reconcentrer assez rapidement quand même. Et c'est Djibril Cissé, ancien international français, 2 fois meilleur buteur de Ligue 1, qui est venu vous remettre le trophée de champion de France. C'est un moment, j'imagine, que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Non, c'est vrai, le Cissé, et moi, he give me. Il t'a donné. Cissé m'a donné le trophée de MVP, et c'est déjà le trophée MVP, c'est un trophée individuel, vraiment, vraiment, vraiment important pour moi, parce que c'est vraiment comme une récompense à la fin de tout le travail que tu as fait dans la saison régulière, etc. Cissé m'a donné comme ça l'MVP, il m'a dit bien joué, comme ça, je suis très très content pour ça. En vrai, c'est une émotion. C'est une émotion pour vous aussi ? Pardon. Ouais, forcément, parce qu'on l'a vu, on l'a regardé à la télé beaucoup. Et c'est cool d'avoir ce parallèle entre le football réel et le football virtuel, on va dire. C'est cool d'avoir ce genre de passerelle-là. Donc, ouais, c'est un honneur de recevoir un trophée de la part d'une légende pareille. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous vous êtes intéressé au football virtuel ? Quel est votre parcours rapidement à tous les deux ? De base, on est fan de football normal, de football en général. Et après, les jeux de football, forcément, ça a été logique pour nous, dans le sens où ça a été une autre façon d'exprimer notre passion pour le foot. Et ensuite, petit à petit, d'abord, c'était un loisir, juste comme ça, entre amis, entre frères et sœurs. Et ensuite, petit à petit, à l'époque du Covid, il y a tout qui s'est arrêté autour de nous. Donc forcément, on a passé beaucoup plus de temps sur les jeux vidéo. Et c'est à ce moment-là, je pense, en tout cas pour moi personnellement, qu'il y a eu un passage de niveau, un passage de cap. Et quand j'ai su qu'il y a eu une opportunité, une ouverture pour faire ce genre de compétition, etc., je me suis juste donné les moyens, je me suis donné à fond. Et ça a marché, ça a payé. Et aujourd'hui, on a le Graal, on a le titre de champion de France. Donc on vient de loin, mais on a réussi. Donc franchement, ça fait plaisir. C'est vrai, c'était pas gagné d'avance. Il y avait du niveau et vous l'avez dit vous-même, vous étiez outsider toute la saison. Qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous ? Je pense que c'est la confiance, vraiment. Toute la saison régulière, tu ne vas pas qualifier dans les playoffs. Tous les matchs, tous les autres qui vont dire c'est l'adversaire qui va gagner ce match, etc. Tu arrives toutes les fois comme ça, mais si tu as confiance en toi, confiance en ton training, en ton jeu, tu as peur de nobody. Je pense que c'est ça le secret. Toujours 100%. Si tu gagnes tout. Si tu perds, c'est tout le monde qui a dit ça, c'est pas grave, mais on veut gagner tout le match et on a fait ça. C'est le mental, beaucoup de travail aussi. Comment est-ce qu'on se prépare à un tel événement ? On a la chance d'être bien entouré. On a notre coach Benoît Amédée et notre manager Imad Mioubi qui nous ont accompagnés toute la saison. On a fait pas mal de déplacements pour jouer dans les meilleures conditions, etc. dans la saison régulière. Ça a payé dans la saison régulière parce qu'on a réussi à accrocher la 3e place.
Donc c'est des efforts qui ont été fournis par le club, par notre entourage, par nous-mêmes. Et c'est tout un effort collectif qui a fini par être par payer, par être récompensé à l'issue de cette saison. Et au final, au play-off, on a juste monté notre niveau de jeu encore plus. Et on a réussi à sortir les tenants du titre en quart, les finalistes en demi et les favoris de la compétition en finale. Donc c'est un parcours exceptionnel. Et je pense que c'est une juste récompense de l'effort collectif en général de tout le monde, que ce soit au club, le staff, tous ceux qui sont autour de nous, nos familles, tous ces gens qui nous ont soutenus. Donc c'est très agréable comme sensation parce qu'on a vraiment la sensation qu'on a été récompensé de tous nos efforts. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans cette aventure ? Je pense que c'est le quart de finale. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'était la clé. Ouais. J'ai la quart de finale contre Lorient. Lorient, dans tous les derniers 5 années, ils ont gagné 5 fois d'affilée. On va jouer contre l'équipe plus forte de l'histoire française. Et tu arrives là, vraiment, c'est vraiment encore toutes les personnes qui vont dire à Lorient qui a gagné comme ça. Mais quand on a gagné, de cette manière, on a gagné 4-1. 4-1 sur victoire nette sur le possible vainqueur. C'est pas vraiment là. Après là, on a dit ok, on peut gagner vraiment contre l'équipe. On va vraiment bolivrer ça et on est arrivé au final. On a gagné le titre de champion de France. Et ce titre vous donne envie peut-être d'aller encore plus loin. Quelles sont alors ces grandes échéances dont vous parliez tout à l'heure ? Très prochainement, on a la e-Champions League. Donc c'est pareil, c'est le parallèle du football, c'est la Ligue des Champions, mais dans le football virtuel. On a la Coupe de France qui arrive aussi au mois de mai. Et à la fin de l'année, un peu plus tard, au mois de juillet, il y a la Coupe du Monde, du coup, la World Cup en Arabie Saoudite qui va se dérouler sur quelques jours. Donc, c'est des échéances qu'on va devoir préparer, qu'on va devoir bien optimiser pour arriver dans la meilleure des formes. Mais c'est ce titre de champion de France qui nous a ouvert toutes ces portes. Donc, on va quand même profiter d'abord. On va essayer de bien profiter de ces quelques jours, d'être reconnaissant de tout ce qui nous arrive. Et ensuite, on se reconcentrera, comme je l'ai dit au début, parce qu'il y a peut-être encore plus à aller chercher. Et on est des compétiteurs, on veut toujours plus forcément. Et on va essayer de faire notre maximum pour porter ces couleurs-là le plus loin possible et le plus haut possible. Merci beaucoup Karim et Marwan d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de votre carrière. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, vraiment gentil. Elle aussi porte haut les couleurs de la principauté. Licenciée de l'AS Monaco Athlétisme, Cassandre Beaugrand s'est offert le record de France du 10 km à Lille en 30 minutes 52. Personne n'était encore passé sous la barre des 31 minutes sur route. Pour rappel, elle avait battu en février 2025 le record du 5 km ici en Principauté. Couvrez-vous, nous partons à présent au pôle Sud. Bruno Fuligny était au lycée Régnier 3 pour une conférence intitulée « Monaco et la francophonie au pays des manchots ». Terres australes et antarctiques françaises. L'essayiste et haut fonctionnaire français n'a pas manqué de témoigner de l'intérêt du prince Albert II pour les régions polaires, comme nous le rapportent Christine Petit-Homel et Marie-Ève B. Cap à présent sur les territoires les plus isolés de la planète. L'auditorium du lycée Régnier 3 a accueilli une conférence consacrée aux terres australes et antarctiques françaises. Ces îles situées aux portes de l'Antarctique, connues pour leurs immenses colonies de manchots et leur biodiversité exceptionnelle, est l'une des régions les plus reculées au monde. Elles sont effectivement très lointaines puisque ce sont des territoires qui se situent au sud de l'océan Indien, dans des parties très froides. On est à mi-chemin entre l'Afrique et le pôle sud, grosso modo. Ce sont donc des territoires qui n'ont pas de population stable lorsqu'ils ont été découverts très tardivement. Au XVIIIe siècle, les îles Crozet, l'archipel des Kerguelen n'avaient pas du tout de population et maintenant il y a des bases avec quelques dizaines d'hivernants qui en fait sont là en mission mais qui sont relevés périodiquement tous les 3 mois, 6 mois. Ce qui ne les a pas empêchés de développer un langage. C'est ça qui est amusant parce que ce sont des terres françaises, on y parle grosso modo le français, mais le français y a subi une mutation, parce que comme on est confronté à toutes sortes de choses totalement inhabituelles en France métropolitaine, il a bien fallu des mots, et donc il y a plusieurs centaines de termes qui ont été forgés là-bas, avec parfois beaucoup d'humour, et qui forment ce qu'on appelle le tafien, qui est la variante locale du français. Une rencontre qui proposait un voyage au cœur de ces territoires où scientifiques et chercheurs français poursuivent leur mission dans des conditions extrêmes, et c'est l'historien Bruno Fuligny qui a partagé l'histoire et
les particularités de ces bases isolées où la langue française continue de vivre même au bout du monde. Je voudrais faire connaître ces territoires. Ces territoires, la plupart des gens en ignorent même l'existence. Quand on parle des îles Kerguelen, certains pensent que c'est au large de la Bretagne, d'autres imaginent que c'est dans le Grand Nord, près du Canada, parce qu'on confond avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, on est au sud de l'île de la Réunion, mais très au sud. Il y a des bases. Pourquoi ? Ce sont des bases en fait scientifiques et pas militaires. Il y a des travaux scientifiques très sérieux qui y sont faits. Ce sont aussi des territoires qui font rêver, bien sûr, qui ont nourri l'imaginaire, la littérature. De grands écrivains comme Jules Verne ont rêvé des terres australes et antarctiques françaises avant même qu'elles portent ce label-là. Comment, dans des territoires où il n'y avait rien, qui étaient dominés par des vents qu'on appelle les vents catabatiques, 120 km/h, eh bien des gens ont réussi à monter des tentes, puis des cabanes, puis des abris en dur, et petit à petit à créer, non pas des villes, même pas des villages, mais enfin des abris où petit à petit, eh bien voilà, les Français ont installé une petite vie locale et surtout eh bien, ont mené des travaux scientifiques intéressants, qu'il s'agisse de météorologie, de biologie, de climatologie, enfin toutes les sciences possibles, dans des territoires où encore bien des choses restent à découvrir. La conférence a mis également en lumière les liens entre ces territoires et la francophonie, ainsi que l'intérêt de sensibiliser le public à ces régions encore méconnues, un univers scientifique et naturel unique au cœur du pays des Manchots. Cette conférence était organisée par l'Ordre national du mérite, l'occasion pour notre équipe de rencontrer la vice-présidente de la section monégasque et d'évoquer les différentes actions mises en place. L'Ordre national du mérite est un passeur de mémoire, et celui qui porte les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, honneur, solidarité, mémoire et culture. Et dans ce cadre-là, nous remettons effectivement de nombreux prix d'ailleurs, que ce soit des prix du civisme, de la citoyenneté, de l'initiative mémorielle, et puis évidemment les prix de la francophonie au Centre méditerranéen d'études françaises et donc à la Maison de France des mains de Monsieur l'ambassadeur pour chaque établissement. Chaque année, chaque établissement reçoit un prix de la francophonie, les établissements du second degré, collèges et lycées. Voilà. Et cette conférence, c'est un plan de travail qui est bien rempli sur une année. Les plus belles voitures du monde à des prix cassés. Ferrari, Maserati, Bentley, de nombreux véhicules d'occasion haut de gamme étaient exposés au Grimaldi Forum. Les Special Days du concessionnaire BPM Exclusive attirent à chaque édition des milliers de visiteurs. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Le marché monégasque de l'occasion haut de gamme s'expose sous son meilleur jour. Près de 50 véhicules d'exception rares, faiblement kilométrés et richement configurés sont réunis en un seul lieu au Grimaldi Forum. Déjà plébiscité lors des précédentes éditions avec plus de 3000 visiteurs, l'événement s'impose comme un rendez-vous unique. Il y a une très grosse particularité, c'est qu'aujourd'hui, si on se compare par exemple au marché français, les deux marchés sont en train vraiment de se différencier très clairement. Aujourd'hui, vous avez un marché en France qui est quasiment, je ne vais pas dire inexistant, mais qui est de moins en moins présent sur tout ce qui est partie véhicules haut de gamme et véhicules de luxe, ce qui n'est évidemment pas le cas ici à Monaco, où on a la chance de pouvoir effectivement maintenir une offre comme celle-ci. On n'est pas soumis à malus, contrairement à nos petits camarades de France, ce qui nous permet effectivement de continuer de commercialiser ces véhicules. On vend les plus belles voitures du monde dans le plus bel endroit du monde. Toutes les marques sont exposées bien évidemment et on touche tous les segments. Une édition marquée par l'arrivée de modèles 100% électriques, reflet d'une évolution du marché premium, longtemps freiné par les incertitudes sur l'autonomie et la durée des batteries. Il gagne aujourd'hui en crédibilité. L'offre s'élargit, les prix deviennent plus accessibles et la demande progresse. Il y a deux cas de figure. Soit vous passez à l'électrique par obligation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiscalité est tellement pénalisante sur certains véhicules thermiques que vous êtes obligé, par exemple en société en France, de passer quasiment aujourd'hui maintenant que sur des véhicules électriques. Et puis après, vous avez ceux qui le font par conviction, parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les marques, on a des modèles qui sont aujourd'hui performants, qui sont esthétiquement réussis. Et surtout, qui répondent à deux problématiques qui existaient auparavant, qui étaient le temps de charge et l'autonomie. Aujourd'hui, vous avez des temps de charge qui sont extrêmement courts et vous avez des autonomies qui vont jusqu'à 700 km. Donc aujourd'hui, l'autonomie n'est plus un frein à acheter de l'électrique.
Avec cette 3e édition, le rendez-vous confirme sa place dans le paysage monégasque, un événement à la hauteur d'une clientèle exigeante. On reste au Grimaldi Forum, c'est là que le festival Printemps des Arts s'est invité hier soir. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est attelé à l'une des œuvres les plus grandioses du répertoire symphonique, la Turanga Lila Symphonie. Plus de 100 musiciens, 3 solistes et 2 chefs d'orchestre étaient réunis sur scène. Le récit de José Sacré sur les images d'Alexandra Paolini. En ouverture du dernier concert d'orchestre de cette édition du Printemps des Arts de Monte-Carlo, le saxophoniste-compositeur Vincent David a joué avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Bruno Mantovani, Mécanique Céleste, une pièce qu'il a composée en 2013. Puis, sous la direction de Kazuki Yamada, les plus de 100 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont interprété la monumentale Turanga Lila Symphonie d'Olivier Messiaen, une épopée de près de 80 minutes en 10 mouvements avec Nathalie Forget, onde marteneau, et Jean-Frédéric Neuburger, piano. Cette Turanga Lila Symphonie de Messiaen, qui est une œuvre centrale, date du milieu du XXe siècle, donc on est en plein milieu du siècle, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et on ressent dans cette musique tout l'espoir, je pense aussi, qu'il y a dans cette période où la guerre mondiale s'est finie et où d'un seul coup voilà, le monde s'est libéré. Et Turanga Lila, en sanskrit, ça veut dire chant d'amour. Chez Messiaen, en tout cas, Olivier Messiaen, ce grand compositeur, organiste et professeur de musique qui a traversé le siècle puisqu'il est né en 1908, il est mort en 92, et il a été surtout aussi un des pionniers pour la découverte des musiques extra-européennes. Il y a des rythmes hindous, des modes de Bali, des instruments orientaux, les cymbales, etc. On se trouve aussi dans cette symphonie les prémices de la musique électronique avec les ondes marteneau, qui sont un instrument qui date juste de cette époque-là. Bref, effectivement, une œuvre très importante, pleine de découvertes et de beauté. C'est vraiment une symphonie concertante, plus qu'un concerto véritablement, parce qu'il n'y a pas de grande cadence, mais l'orchestre, le piano et les ondes marteneau sont une espèce de trio comme ça, voilà. Et puis surtout c'est monumental, on entend, il y a énormément de cuivre, énormément d'effets sonores, de grandes masses orchestrales, c'est très solennel, ça fait un peu penser au déroulé d'un office religieux presque. C'est pour ça que ça tombe bien d'ailleurs de le faire sur la semaine de Pâques, parce que c'est vraiment une œuvre mystique. Comme chaque dimanche, jetons un œil sur la programmation de l'Institut audiovisuel pour la semaine à venir. Notez dans vos agendas, mardi, le 7 avril, le film franco-italien La Ragazza, sorti en 1964, sera projeté au Théâtre des Variétés. Ce long métrage retrace l'histoire d'amour entre un partisan et une jeune fille de campagne, incarnée par la grande Claudia Cardinal. Le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, est interviewé par Fabien Monnia. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. La Ragazza, c'est le film dont on va parler, un film italien des années 60. Quelle est l'histoire ? L'histoire de la Ragazza, d'une jeune femme, la Ragazza, une jeune Toscane qui se prénomme Mara, donc qui vit dans un village toscan et qui voit revenir un partisan. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, pardon, j'aurais dû commencer par ça, quelques mois après la fin de la guerre. Un partisan communiste qui revient au pays, mais qui avoue être recherché par la police parce qu'il a
Il a tué un fasciste dans une rixe et il espère une loi d'amnistie, mais elle n'aura pas lieu et il sera emprisonné. Donc l'histoire développe cette relation amoureuse et passionnée entre Marat et Boub, qui est ce partisan. Oui, parce que le film en italien, c'est La ragazza di Boub. Di Boub, oui. Ouais. C'est un film donc sur le lendemain de la libération. Tous les sentiments sont encore exacerbés. C'est une histoire d'amour en cette période avec des sentiments décuplés. Oui, alors c'est un moment dans le cinéma italien, les années 60, qui reviennent sur ce moment compliqué de l'histoire italienne, donc des cinéastes comme Lizzani ou les premiers Risi reviennent sur ce contexte de la fin de la guerre, de la libération et de la naissance de la République italienne. C'est une histoire d'amour entre... on en parle, bien sûr, c'est Claudia Cardinal qui joue dans ce film, mais c'est une histoire d'amour entre Claudia Cardinal, son prétendant qui est en prison, et puis un autre prétendant qui arrive. C'est une histoire d'amour entre une femme et deux hommes. Alors, c'est ce qui est assez nouveau je trouve, dans le cinéma italien des années 60, c'est-à-dire que l'histoire ressemble au fond plutôt à quelque chose de très ancré dans les années 60. On dira que le modèle, c'est la nouvelle vague. Comme ça, une relation à trois, même si les personnages ne se croisent pas. Et en même temps, le contexte est un contexte plutôt du néo-réalisme italien, tel qu'on a pu le voir chez Rossellini, De Sica ou autres. Et c'est cette combinaison des deux motifs qui fait la force du film. Et on aura la chance de voir ce film de façon restaurée. Oui, alors ça c'est important de le souligner. On essaye chaque année de faire venir des films restaurés de différentes cinémathèques. Là, en l'occurrence, c'est Cinecittà qui a restauré ce film il y a quelques temps et qui nous a proposé... on propose souvent aux cinémathèques à donnez-nous un petit corpus de films pour qu'on puisse choisir. Donc j'ai vu arriver celui-là que j'avais vu il y a très 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 longtemps et ça a été évidemment un coup de cœur. Donc restauration 4K et Cinecittà viendra présenter la restauration et son laboratoire au public. C'est un film à ne pas louper. C'est très important. Très bon film. Très très bon film. Donc allons voir La ragazza di Boubé, qu'on pourrait rajouter derrière ce film. Merci Vincent. Merci Fabien. Chiamato Boubé. Ma da partigiano come ti chiamavi? Vendicatore. Vedi queste? Ha già sistemato diversi conti. E non è ancora finita coi fascisti, sai. C'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo de Théo Schumer pour ce lundi de Pâques. Et pourquoi ne pas écouter demain en cuisinant ou en vous baladant le nouveau podcast Monaco Info. Et oui, pas de jour férié, Geneviève Berthier a reçu à son micro le directeur de l'hôtel de Paris, Louis Stark. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Pâques au nom de toute la rédaction de Monaco Info. Bonne soirée et bonne semaine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Les conditions météo nous ont été particulièrement favorables hier et aujourd'hui, même avec quelques nuages par-ci par-là, le temps
idéal pour aller chasser les œufs de Pâques. En tout cas, cette météo agréable va se maintenir pour votre début de semaine avec seulement quelques passages nuageux demain matin qui se dégageront assez bien l'après-midi. Les températures, quant à elles, oscilleront entre 14 et 18 degrés. Ce lundi 6 avril, ce sera le lundi de Pâques, bien sûr. En parallèle, nous fêterons la Saint-Marcellin et ce sera également la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Une date très importante à Monaco, célébrée bien sûr par Peace and Sport. Nous y reviendrons demain dans votre JT que j'aurai le plaisir de vous présenter. Excellente soirée sur Monaco Info, joyeuse Pâques et à demain, 19h.